Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait très plaisir d'être avec vous. On voit que ce n'est pas tous les jours qu'on accueille et qu'on a le plaisir d'accueillir Wole Soyinka. Bonsoir Wole Soyinka, bienvenue à la Maison de la Poésie. Et vous êtes en France pour ce nouveau roman qui vient de paraître fin août aux éditions du Seuil, Chronique du pays des gens les plus heureux du monde, qui est traduit par deux traducteurs, David Fauquemberg et Fabienne Canor. On va parler pendant une petite heure ensemble. Et c'est un vrai honneur pour moi et une joie d'animer cette rencontre. Et je remercie d'ailleurs la Maison de la Poésie et les Éditions du Seuil de m'y avoir invité. On va parler pendant une petite heure à la fois de ce roman et comprendre un petit peu comment il s'articule, comment il s'ancre dans une œuvre qui est prolifique. On est réduit très souvent en tant que critique ou journaliste ou commentateur à dire des lieux communs ou un peu des clichés sur l'œuvre de Wole Soyinka en disant qu'elle est prolifique, elle est baroque, elle est disons foisonnante. Mais il faut dire que quand on tombe sur ce roman, eh bien ce roman lui ressemble d'une certaine manière. Et je vous demanderai, Wole Soyinka, si d'une certaine manière vous avez concentré l'effort de toute une œuvre dans ce roman. Je remercie également Marguerite Capel d'assurer la traduction ce soir, ce qui va nous permettre d'entendre Wole Soyinka en anglais et ensuite en français. Alors tout d'abord, pour commencer cette rencontre, je me suis aperçu de quelque chose en lisant le roman, c'est que votre dernier roman, Wole Soyinka, remontait à il y a plus de 50 ans. Vous êtes auteur finalement de 3 romans. Et c'est le 3e qu'on a la chance de lire en français aujourd'hui. Votre œuvre avait commencé par un roman, Les Interprètes, en 1964. Il faut quand même signaler que votre dernière parution en français avant ce roman-là était un long poème en hommage aux jeunes femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria, Ode humaniste pour Chibok, qui avait été traduit par Christiane Fiopou aux éditions Présence africaine. Mais donc voilà, on se retrouve devant de nouveau un roman, 50 ans après votre dernier roman. Et ma première question, elle est assez simple. Je me demandais pourquoi vous êtes resté en dehors du roman, de la forme du roman, pendant aussi longtemps. Well, the answer to that is very simple, that I'm not a novelist. Bien, la réponse est très simple, c'est juste que je ne suis pas romancier. I described my first prose work as a happening. That was the Interpreters, a happening among a group of intellectuals, the young, post-independence, Renaissance generation. And I said, well, it's just a happening, and it's the only prose work I ever intended to write. J'ai décrit en fait mon premier travail, ma première œuvre de prose, donc Les Interprètes, comme un happening, c'est-à-dire comme un événement unique, mettant en scène des jeunes intellectuels juste après l'indépendance, et c'était le seul que je prévoyais d'écrire. The second one, which was Season of Anomy, was an expression of my continuing relationship with mythology, generally. No matter which one, but basically my own, and how, again, in circumstances of ideological commitment, one could still use mythology, even as a kind of expression of questions on progress and development. So that was an interrogation, if you like. Le deuxième, Une saison d'anomie, je l'ai écrit pour exprimer le rapport que j'entretiens perpétuellement avec la mythologie, toutes les mythologies, la mienne en particulier, et comment, dans un contexte d'engagement idéologique, on utilise justement les mythologies pour questionner le progrès, pour questionner le développement. Donc c'était une forme de question à laquelle cherchait à répondre ce livre. I should explain also that as a theatre person, I had formed 2 theatre companies. And I worked very closely with those companies, in fact, to the extent of writing characters for the members of the company. So that when I did not have
that theatre company, either of the two at my disposal, the prose accidents happened. Je dois ajouter qu'en tant qu'homme de théâtre, j'ai fondé deux troupes de compagnies de théâtre avec lesquelles j'ai travaillé étroitement. Et en fait, quand j'écrivais, c'était pour créer des personnages pour les membres de ces deux compagnies. Et en fait, quand je n'avais pas ces compagnies sous la main, c'est là que ces accidents de prose sont arrivés. However, and I think this must be true of creative people, there is always a residuum of those accidents. In other words, those accidents were not complete in themselves. There was always a lingering sense of something left unexplored, at least not in the dimension which one really conceived it, and one would if it were on stage. So it was, I think there was always that niggling sense of incompletion. And when you live in a society which changed under your feet, between sleeping and waking, you felt it required a very different kind of canvas in which you dedicate a whole work to that society, almost like a kind of a summation of everything you've been writing. Mais je crois aussi, et que c'est valable d'ailleurs, je pense, pour toutes les personnes qui créent, que ce genre d'accident laisse toujours des formes de résidus. C'est-à-dire qu'on a toujours un sentiment de quelque chose qui n'est pas tout à fait complet, qu'il reste quelque chose d'inexploré, en tout cas qu'on n'a peut-être pas fait le tour de toutes les dimensions. Un sentiment d'inachevé qui s'attarde. Et quand vous êtes confronté à une société qui change littéralement sous vos pieds, entre le moment où vous vous réveillez le matin et le moment où vous vous couchez le soir, on a besoin pour peindre un paysage pareil d'une toile différente qui soit capable d'englober tout ce que l'écriture permet. Did I use the word summation? I take it back. Wrong word. No, I should have just said elaboration. Something along the same gargantuan size and shape of the society in which you've been exploring, interrogating, contesting, collaborating with through plays, essays, even poetry. Comes a time when you need a different kind of canvas to cope with the enormity of that society environment, which has just grown out of size, beyond your immediate seizure of what you can present on the stage. That's how the third accident happened. Alors, il ne s'agit pas tant de convoquer que d'essayer d'élaborer une toile qui essaye de prendre la mesure d'une société et d'interroger, en fait, justement, cette société qui évolue d'une manière qui fait qu'elle devient tellement énorme qu'elle dépasse, en fait, les limites de ce qu'on peut réussir à mettre sur scène. Et c'est à ce moment-là que le troisième accident arrive. Alors dans ce très long accident quand même, vous n'êtes peut-être pas romancier, mais vous êtes écrivain en tout cas, ou auteur d'un long roman. Dans ce long accident, il y a énormément de personnages, énormément de scènes. On circule au tout début dans des scènes dans lesquelles on doit se trouver des prises, et notamment les prises, elles sont chez ces deux grands personnages. D'un côté, Papa Devina, qui est chef de l'église Eukumenia, de l'autre, le médecin Manka, et tous deux, à un moment de votre roman, vont être reliés par une thématique assez difficile et dure, qui est le trafic d'organes d'êtres humains, que vous aviez en fait dénoncé dès les années 70. Alors je voulais d'abord vous demander comment à un moment le foisonnement, la démesure du monde contemporain s'est un petit peu centré sur cette thématique de manière assez aiguë. Et d'autre part, je voudrais revenir sur ce personnage de Papa Devina, qui est un charlatan, un faux prophète. C'est pas la première fois qu'on en rencontre d'ailleurs dans votre œuvre. Il y avait notamment Frère Géraud dans plusieurs pièces de théâtre que vous avez écrites. Donc d'un côté, le trafic des êtres humains, de l'autre côté, les faux prophètes. Comment ça se fait que ça se focalise sur cette thématique et cette figure-là de personnage? The first one, you said the human trafficking. The first one is the human organs trafficking. Trafficking. Okay. All right. Let me try and answer it this way. I spoke about mythology,
Was it this evening? I've spoken so much today, I no longer remember. Maybe tomorrow. Yeah. We just started, haven't we? So I couldn't have spoken about it. All right. Among the, let's talk a little bit about childhood experience, in which was an intersection of actuality with myths, with folklore, some of which sometimes used to teach, to train, develop the child, sometimes through fear. All right. Take a social aberration like bomo bomo, which means kidnapper. As a child, we were taught to beware of strange people who might come along and say they want to send you somewhere. And we're told, if you don't know them, don't stop and talk to them. And it indeed had very rare cases. Sometimes it turns out the child who'd gone missing had just left the home, like many young people, quite a few say, okay, about time, I want to see the world, I go. That was the extent of child kidnapping in those days. Alors, je vais essayer de répondre en parlant de mythologie. Je ne sais plus si c'est ce soir que j'ai évoqué ce mot, je crois. Je vais parler de mes expériences d'enfant à la croisée de l'actualité et aussi du folklore, des mythes. On utilise le folklore et les mythes parfois pour éduquer les enfants, parfois en leur faisant peur. Par exemple, prenez une aberration sociale comme ce qu'on appelle le bono-bono. Le bono-bono, c'est le kidnappeur, l'enleveur d'enfants. On explique aux enfants qu'il ne faut pas parler aux étrangers, que si on ne connaît pas quelqu'un, cette personne peut vouloir vous emmener quelque part. Et en réalité, dans quelques cas, il arrivait que des enfants effectivement disparaissent, mais parfois simplement pour aller voir le monde, pour fuguer comme n'importe où ailleurs. And then we had a civil war. You grew up, you went abroad, you studied, you came back. There was a civil war. During that civil war, all kinds of inhuman conduct took place. Even at the development of kidnapping, which was again very rare. It was one side, say, kidnap some oil workers for ransom to be able to buy more arms to prosecute the war. So that was very specific, and it was sort of limited to that zone, that period, and the area of war. Et puis ensuite, on a eu la guerre civile, donc j'ai grandi, j'ai fait mes études, je suis revenue, et puis il y a eu la guerre, et là, on a vu toutes sortes de comportements inhumains, évidemment, se développer, et on a assisté à une montée des enlèvements, mais encore une fois, ça restait quand même très rare et très limité. C'était les gens qui travaillaient dans le pétrole, c'était limité à une zone et à un type de cible précise. And that phase passed, and now we're moving to a different but related zone of malformation of the social psyche. That zone passed, and then came the phenomenon of religious fundamentalism. Now, again, to go back to childhood, where it isn't that there weren't religious clashes here and there from time to time, usually sorted out within the community, just pure misunderstanding. So you were used to that. It isn't that people didn't fight or the church. Anyway, then you move forward and you got to a stage now where religious clashes were taking place with casualty figures in two figures, moving slowly until it arrived at 3 figures, and the kidnapping of school children for religious reasons, and literally from school, 300 at a blow, taken into you didn't know where. Et puis, on a passé cette phase de la guerre, on est arrivé dans d'autres phases de malformation de la psyché sociale. Et est arrivé le fondamentalisme religieux à ce moment-là, un nouveau phénomène. Pour revenir encore une fois à la période de mon enfance, il y avait parfois des affrontements, des conflits religieux, ça existait. C'était commun, mais c'était en général de petite ampleur, ça se résolvait, c'était quelque chose auquel on était habitué.
Et puis, il y a eu plus tard, avec ce phénomène du fondamentalisme religieux, une croissance en fait exponentielle de ces affrontements religieux qui ont fait des victimes. Et les chiffres, on est passé à des bilans à 2 chiffres, puis à 3 chiffres. Et ça a été la même chose pour les kidnappings. D'un seul coup, on s'est mis à kidnapper des écolières et pour des raisons religieuses. Et les chiffres ont commencé à augmenter de façon exponentielle, 300 à la fois, d'un coup, disparus en direction de nulle part. And side by side, then you had the real criminals, those who were now kidnapping for ransom. In other words, I'm sitting with you today. You don't know that I'm already negotiating for your kidnapping when you step to the side or the side stage. And religion also, which used to be, you had a few charlatans here and there, fascinating figures. Then religion became the big business. Every other street, a church, a mosque, a shrine, or whatever. You know. And so you had the commercialization of what spirituality. All this development, you know, this drastic malformation were taking place within the same environment you've been writing about since you started putting pen to paper or shoving pieces of paper inside the old-fashioned typewriter. Et donc on vit parmi ces criminels, par exemple, donc je ne le sais pas, mais alors qu'il est assis à côté de moi, il est en train d'organiser mon kidnapping. Je m'inquiète un peu. Et il y a ces charlatans de la religion qui ont toujours existé, hein, qui sont fascinants, mais qui se sont multipliés également. Et c'est devenu véritablement un business énorme. La religion, chaque rue a besoin de son hôtel ou de sa mosquée. C'est devenu tout un marketing de la spiritualité. Et donc ce sont ces malformations successives qui affectent ces infirmités successives de la société sur lesquelles on écrit depuis le jour où on commence à écrire. So you cannot avoid asking yourself, what has happened? Was there some detonation, you know, which just let forth, spread some virus, which is eating up the humanity in everybody, the values placed on neighborliness, children, they respect the sanctity. You're reading and then seeing the victims of those who've been blown apart simply because they went to worship in their, you know, whether mosque or church. These were things which you never knew as you grew up, as you began even writing. You find the contempt for the devaluation of the human being to virtually nothing. And sometimes, for what reason? Simply because of material acquisition lust of people who have gone to some malformation of even traditional religion, in which now you have charlatans, even in traditional religions, who are saying that if you cook up your wife or your child and with the vital organs and you mix it in gin, and you drink it, you will become a millionaire. What on earth has happened to your society? How do you present that panoply across one's entire mature development on stage? It became difficult, impossible for me to try and capture that on the scenic, the theatrical scene. Et donc évidemment, on ne peut pas éviter, quand on assiste à de telles transformations, de se demander ce qui s'est passé et ce qui a été le déclencheur. Est-ce qu'il y a un espèce de virus qui est venu grignoter tout ce qui pouvait être humain en nous, grignoter les valeurs qu'on pouvait avoir, le respect qu'on peut avoir pour le caractère sacré de l'enfance, comment des gens peuvent se retrouver à exploser alors qu'ils sont simplement allés pratiquer leur culte dans une mosquée ou dans une église, des choses que je n'avais jamais vues enfant. Et donc, on commence à se demander en écrivant comment rendre compte de cette perte totale de la valeur de l'humain pour simplement des raisons matérielles, parfois d'acquisition de richesses. Jusque dans la religion traditionnelle, vous
avez des charlatans qui vous expliquent que si vous faites bouillir votre femme ou vos enfants, que vous les mixez avec tous les organes vitaux et que vous buvez cette mixture, vous allez devenir millionnaire. Donc, comment présenter une chose pareille à travers justement toute son ampleur, à travers tout un parcours de vie aussi, à avoir assisté à ces changements sur une scène de théâtre. Il y a un moment où c'est devenu difficile, voire impossible de faire tenir ça sur une scène de théâtre. It's interesting that, last point, it's interesting that to be able to commence work at all, I had to wait year after year until I could capture the space, time, detached completely from the physical environment I was writing about. As I write in my appreciation, I actually kept looking for a period and a space away from that environment, totally detached, in which I didn't read any newspapers, I didn't listen to the radio. One was in a village in Dakar. You didn't improve my French when I was there because I didn't interact with anybody. I just sat there and wrote. And then I went back to real life, making a living. Then after some time, I got another hideout in Ghana, in Buri, and again managed to extract a few days, a few more days, and then came back again to real life. And then finally, when I thought I might never even finish the work, COVID intervened, and there was the lockdown. So what else are I supposed to do? Chronicles. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui fait que vous pouvez à un moment donné commencer à écrire. J'ai attendu des années en fait pour réussir à pouvoir appréhender cet espace, ce temps dont j'avais besoin en me détachant en fait de cet environnement concret. J'avais besoin de me mettre en retrait, de chercher une période, un espace loin de là. Et je me suis isolée au village sans lire de journaux, sans dire à personne où j'étais. Et c'est ce qui m'a permis d'écrire. Et ensuite, je suis revenue gagner ma vie. Puis j'ai eu de nouveau une autre retraite comme ça, une autre cachette au Ghana, à chaque fois quelques jours. Et puis au moment où je me demandais comment j'allais finir, il y a eu le Covid et il y a eu le confinement. Donc quoi faire d'autre que de finir les chroniques du pays des gens les plus heureux du monde. Donc, est-ce que plus qu'un romancier, là, dans ce roman, vous vous considérez comme un chroniqueur? Un chroniqueur de la course du monde ou du Nigeria? Do you identify more with the idea of chronicling than novelist? The idea of writing chronicles. Chronicles. Yeah. In terms of the title, the material which is in there, yes, no question at all. It had been bubbling up. It had been really, really bubbling up, and it just had to explode sometime. So, but I could not even begin it within Nigeria because every day, surmounting horror. Each day, you just couldn't seize it up creatively, at least with my temperament. I just had to get away for some time. Oui, effectivement, le titre dit bien ce qui est dedans, mais en fait, tout ce qui se passait autour de moi au Nigeria était quelque chose qui bouillonnait en moi, et en fait, chaque jour, s'ajoutait de nouvelles atrocités ou de nouveaux extrêmes, et du coup, je ne savais plus où commencer, et c'est pour ça que j'avais besoin de me mettre en retrait pour écrire tout ça. Alors, vous avez dédié ce roman à la mémoire du journaliste Dele Giwa, je ne sais pas si je prononce bien son nom, et de Bola Ige, qui est l'ancien ministre de la Justice. Ancien ministre de la Justice et gouverneur de l'État d'Oyo, dans le sud-est du Nigeria, homme politique que vous décrivez comme l'homme politique sans pareil, en soulignant sans pareil. Alors tous deux ont été assassinés en 2001, et vous leur rendez hommage à travers ce roman plus de 20 ans plus tard. Pouvez-vous nous dire ce soir ce qu'ils représentent encore pour vous, ces deux figures, l'un de journaliste d'investigation, l'autre d'homme politique intègre, et pourquoi vous avez voulu faire le lien entre cette histoire précise et ces deux personnages? Well, one of the problems one has as a writer about your society and so on is a danger of becoming so pessimistic and so resentful, aggressively so, that it's difficult to be creative. That's one of the problems. And so you have to seize
onto one or two things positive, at least. And in this case, these were represented by those figures whom I mentioned, to whom I dedicated the book. Un des problèmes qu'on a quand on écrit sur sa société, c'est qu'on risque de devenir tellement pessimiste, d'avoir une telle rancœur, une telle agressivité que ça devient difficile d'être créatif. Et donc il faut s'accrocher à quelque chose pour réussir à faire ça. Et en fait, ces deux personnages auxquels je dédie le livre, c'est ceux à quoi je m'accroche. One of them, Dele Giwa, was a journalist, investigative journalist. And interestingly, he was blown up. First time it's ever happened in Nigeria, he was blown up by a letter bomb, which was sent to him. He was investigating certain things at the time. It was under a military dictatorship, and a motorcyclist rode up to him and delivered the envelope, the parcel. And Dele Giwa was one of those who, when my Nobel Prize was announced, and I was coming back from France, incidentally, that day, was one of those who received me immediately. He arrived at my sister's home, where I stayed in Lagos, clutching a bottle of XO cognac. You know, he literally almost in his pajamas when he arrived. That was Dele Giwa. Le premier, Dele Giwa, était journaliste d'investigation et il est mort dans un attentat à la bombe, une bombe qui lui a été délivrée dans un colis piégé, une lettre piégée. Il a enquêté à l'époque, c'était la période de la dictature, et un coursier à moto lui a remis le paquet piégé. Et quand j'ai reçu le prix Nobel et que je suis revenue de France d'ailleurs, en fait, et que je suis arrivée, j'étais dans la maison de ma sœur où je résidais à ce moment-là, et il a été le premier à arriver littéralement en pyjama, une bouteille de cognac à la main pour fêter ça. Bola Ige, he was a lawyer, he was senior advocate of Nigeria at the time, and he was, in fact, his wife used to call him and me twins because of the way we worked politically. We've been involved in so many political activities. Unlike me, he was a Christian, deep dive Christian, and he was, in other words, one of those you call, what do you call them now? Combative Christianity or something like that, you know. So he didn't allow his religion to get in the way of his responsibilities to society. And he was assassinated in his bedroom, literally on the eve of leaving for the United States to take up a job with the UNO in its legal department. That was Bola Ige. Quant à Bola Ige, il était avocat. Sa femme nous qualifie toujours de jumeaux parce on a été engagés dans énormément d'activités politiques ensemble. Lui, il était chrétien, profondément croyant, contrairement à moi, mais il ne laissait pas du tout sa religion entraver le rapport qu'il pouvait avoir au reste de la société. Et lui, il a été assassiné littéralement dans sa chambre la veille de son départ aux États-Unis pour prendre un poste aux Nations Unies, au département juridique des Nations Unies. The third one, Femi Johnson, the one whom I said represented the joie de vivre. He was a different kettle of fish, but he was also a very brave individual. He was a businessman, he was an artist, marvelous voice, singing voice, used to take part in the local operators until I dragged him out and put him on stage, and then he turned his back on opera and became an actor, marvelous actor, great sense of humor, great sense of life. But he did not hesitate. There are things which I cannot reveal, in which I recruited him for my own, shall we say, just one-shot activities which didn't endanger him, but which also involved his willingness to take risks. I'll give you an example. Under Arap Moi, when Arap Moi was busy jailing people like Ngugi wa Thiong'o and kind of enemies, we had to get, Ngugi was in prison, and we had to get some money to him, see his family, assist the family, the Writers' Union, and so on. And Femi Johnson, whose love of life you never imagine would fit him into such a role,
he had to go. I couldn't go personally. I was already a marked man, even there then. And so he took advantage of the conference of his, he was a broker, insurance broker. Took advantage, so I heard he was going. I called him and said, we need to get these messages in there. And he went, and he loved it, by the way. No, he was an actor. He enjoyed that part of it, you know, sub rosa, hiding. So, but he did the job. He saw Michere Mugo, who was our contact there, a professor at Makerere University, delivered messages, went into the hinterland with her, and did all that he was supposed to do. So these three, from whom I created not total actualities, but composite personalities, they represent the kind of people, the kind of individuals who just dedicated themselves one way or the other to the service of humanity. Et enfin, le troisième, Femi Johnson, donc, dont je dis qu'il incarne en français la joie de vivre, était quelqu'un d'extrêmement courageux, un artiste, mais aussi un businessman. Il avait une voix magnifique et il se consacrait d'abord à l'opéra jusqu'à ce que je l'amène sur scène et qu'il tourne le dos à l'opéra et qu'il devienne un acteur, un comédien. Et il n'a pas du tout hésité. Par contre, quand je l'ai recruté pour des choses que je ne peux pas vraiment détailler, mais disons des activités que j'ai parfois menées et qui impliquaient des prises de risques, il n'a pas hésité à le faire. Quand notre ami Ngugi a été emprisonné et qu'il a fallu apporter des messages et de l'argent à sa famille sous la dictature, je ne pouvais pas y aller moi-même. Lui, ça ne correspondait pas du tout à sa manière de vivre, mais il y est allé néanmoins sans peur. Il avait, à l'époque, il était agent d'assurance, ça lui a donné une couverture qui lui a permis d'aller passer des messages, et c'était même quelque chose qui lui plaisait bien, ce côté, ce rôle de composition, le fait d'avoir une couverture, etc. Et puis avec l'aide d'un contact, on avait aussi un professeur, en tout cas il a pu aller voir l'épouse de Ngugi et passer des messages. Et donc ces trois personnes qui se retrouvent de manière composite dans les personnages du roman sont vraiment des exemples pour moi de personnes qui dédient d'une manière ou d'une autre leur vie au service de l'humanité, des êtres humains. Just to say a bit more on the positive side of life and so on, Femi Johnson was the kind of person who would enter a room and that room would light up with life. In a restaurant, he so loved his food, people would leave their table and go and shake hands with him just to watch him eat. That's what Femi was like. And what we had planned as very close friends was that we would open a restaurant. You know, we both retire into the restaurant. He would take charge of the food, I would take care of the drinks. Which meant that neither of us, that restaurant would never make 1 cent profit, because he would eat the food, I would drink the profits. That was it. Pour terminer sur cette note positive et d'amour de la vie, Femi Johnson, c'était quelqu'un qui, véritablement, quand il arrivait quelque part, toute l'assemblée s'éclairait. Il illuminait tous les endroits où il entrait. Quand il était au restaurant, il avait une manière de manger, d'aimer tellement ce qu'il mangeait et d'apprécier sa nourriture que les gens se levaient pour venir le regarder manger et lui serrer la main. Et on plaisantait souvent sur le fait que quand on prendrait notre retraite, on ouvrirait un restaurant. Lui s'occuperait de la cuisine et moi de la carte des boissons. Et évidemment, on ne ferait jamais le moindre profit puisque lui mangerait toutes nos recettes et moi je boirais toutes nos recettes. Alors ces trois figures-là, et vous-même, vous êtes aussi vous êtes des figures de l'engagement. Ce roman en rend bien compte. Et bien avant d'ailleurs votre prix Nobel, en 1986, vous aviez porté la littérature nigériane, africaine à l'international, aussi à travers vos engagements et à travers vos formes littéraires qui étaient déjà en fait reconnues. Notamment à travers un livre. Alors je dois souligner que moi je vous ai découvert à travers celui-là. C'est votre récit de prison. Cet homme est mort, qui avait été traduit en français par Étienne Gall. Vous l'avez écrit et ce livre-là, Cet homme est mort, vous a même conduit à l'exil, alors que vous y racontiez déjà une expérience de violence dans la prison. Aujourd'hui, vous écrivez en liberté. Ce livre-là, il a été écrit même
dans 3 pays minimum, le Sénégal, les États-Unis et le Nigeria. Est-ce que tout au long de votre vie, les conditions de l'écriture elle-même, vous avez écrit dans des difficultés matérielles, morales, avec des difficultés morales et matérielles difficiles en prison, est-ce que les conditions changent l'écriture elle-même? My favorite, I don't think I've had too many ideal occasions for writing beyond the one I spoke about, which I actually had to work at. But I find myself able to isolate myself under any circumstances, which is just as well, since I've been in all kinds of strange circumstances. I write when I'm in the plane, for instance, which helps a lot, pass the time. And so when I was in prison, it was doubly painful because I was deprived of writing material. Everything was taken away. Just kept me in isolation for about, I was in prison altogether about 27 months. 22 of those were in total isolation in Kaduna prison. And not being able to write was a bit of a problem, let's put it that way. Je ne crois pas qu'il y ait tant d'occasions, de circonstances idéales finalement pour écrire, autre que celles que je me suis créées, comme je le disais, pour ce roman-là. J'ai la chance d'être capable de m'isoler dans n'importe quelle circonstance. Et c'est tant mieux parce que je me suis souvent retrouvée dans des circonstances un peu étranges. Je suis par exemple très capable d'écrire dans les avions, ce qui me rend bien service en ce moment, par exemple. Mais quand j'étais en prison, ce qui était doublement douloureux, c'est que non seulement j'étais emprisonnée donc, pendant 27 mois, mais j'en ai passé 22 à l'isolement et j'étais privée de matériel pour écrire. En fait, ils m'avaient pris tout mon matériel d'écriture et ça, c'était vraiment très difficile. But you know, prison actually is a micro world of its own. And even if you are jailed and all kinds of barriers put around you, the prison world is different. Sooner or later, you are able to penetrate that carapace and eventually start creating a life of your own. And that's what happened in this case. After several months in total strict isolation, I was able to, you know, find ways of getting paper and making a pen and making my ink, and eventually, because the books were taken and kept in the governor's office, I knew that, prison governor, and eventually even extract one at a time a book from where it was lodged, my small books, quantity books were lodged. Mais la prison, c'est une sorte de petit univers, un micro-monde en soi. Et tôt ou tard, on finit par en pénétrer aussi la carapace et à réussir à se créer des conditions de vie autonomes. Et au bout de quelques mois, j'ai trouvé des moyens d'obtenir du papier, j'ai trouvé le moyen de fabriquer un stylo, le moyen de fabriquer mon encre. Et finalement, même de réussir à faire sortir des livres, mes livres qui étaient, je le savais, dans le bureau du gouverneur de la prison. I learned a new trade in prison, for instance. I became a very good pickpocket. J'ai appris un nouveau métier, par exemple en prison. Je suis devenu un excellent pickpocket. So I was able to pick the pocket of the prison inspector when they came around. You know, got the biro out and hid it. But of course, in the end, the ink ran out. You know, and they didn't come often enough for their pockets to be picked to my satisfaction. So I had to create a pen and also create some kind of ink from the material around me, which I called saw ink. Very bad form. Et donc, quand les gardiens passaient, je parvenais à piquer des choses dans leur poche, mais bon, ça passait pas assez souvent pour que je puisse savoir tout ce que je voulais. Donc, j'ai dû quand même imaginer une manière de créer un stylo et de fabriquer de l'encre que j'ai nommée dans un joli calembour, la saw ink. Ink voulant dire encre. Tout à l'heure, vous avez dit la phrase « Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là, pour qu'on en soit, en tant qu'écrivain, à rassembler des histoires aussi dures, aussi horrifiques ?»
Justement, j'ai envie de vous demander, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment quand même où vous étiez déjà militant à travers vos œuvres, notamment pour l'indépendance du Biafra, ce qui vous a valu justement cette période d'incarcération après votre arrestation, et ensuite une période d'exil. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, dans la violence du monde, tel que vous le voyez, même si vous vous tenez en retrait, entre cette période-là et aujourd'hui? I think the truth really is that I've thought about this, of course, a long time, and I think I've come to the conclusion that I'm a closet masochist. I think that's the real explanation. Because we're all exposed to the same experience. In Abeokuta, where I lived, where I had also within the family, extended family, real political activists, like my aunt, Mrs. Fumila Ransom Kuti, the mother of Fela, the musician, and who took on the feudal monarch, who was in cahoots with the colonial district officer in taxation, heavy taxation of women, and the persecution, and I saw all that struggle. But then the question I always ask myself is, why did I go that way, but not others, exposed to the same kind of contradictions in society, at least from my point of view. And that's where I think closet masochism comes in. J'ai beaucoup réfléchi à la question et la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est que je suis un masochiste qui s'ignore. Je crois que c'est la seule explication possible. On est tous exposés à un certain nombre de choses. Dans ma famille, il y avait d'autres activistes politiques. Il y avait ma tante et puis il y avait Madame Kuti, la mère de Fela Kuti, dont j'ai été témoin de la lutte contre le pouvoir colonial. Et on peut se demander pourquoi, exposé à ces mêmes expériences, on prend ou pas telle ou telle direction et pourquoi j'ai pris celle que moi j'ai pris. Je pense que la seule explication, encore une fois, c'est le masochisme. And the other expression which I sometimes use in answer to this question is really that I'm a glutton for tranquility. In other words, what I really prefer, I know it's unbelievable, I really just like tranquility. I like to sink myself in environment truly tranquil, mostly which I find in the forest. But if between getting out of your house to go into the forest, you encounter something unacceptable on the way, then that becomes a problem. You know you cannot enjoy what you really want until you've dealt with that act of inequity or whatever. You just feel to enjoy that tranquility, but you must take care of business first, something along those lines. Une autre expression que j'utilise pour répondre à cette question de pourquoi je fais ce que je fais, c'est que j'aime beaucoup. Moi, je suis vraiment un grand amateur de tranquillité. J'aime m'immerger dans un environnement tranquille. La forêt, par exemple, ça représente ça pour moi. Sauf que quand on est confronté à quelque chose d'inacceptable, à une forme d'inéquité, quelque chose qui devient un problème, il devient impossible en fait de savourer ce qu'on désire vraiment, qui est justement cette sérénité, cette tranquillité, sans affronter d'abord ce problème. Si on veut pouvoir savourer cette tranquillité qu'on recherche, il faut d'abord s'en occuper, s'occuper du problème. And this might interest, this is related to an earlier question which you asked about the ideal space for creativity. I think this will interest some of the many here who I'm sure are writers and so on and so forth. Let me take you back to 11/11. The event. I was actually in a plane on that day when things happened, when the towers were bombed. They were crashed into by Mr. Osama bin Laden's people. And I was traveling between London, taking off Heathrow, going to Los Angeles, where I lived there at the time. And I was the only person on that plane who didn't know that the plane had turned around in midair, headed back
to the UK. Couldn't even find a berth because the other planes couldn't take off. And we ended up in, was it Cardiff now? I've forgotten. Cardiff, no, not Cardiff. Ended up in Manchester. So I've forgotten. Anyway, so there was I just created my space myself, and I was totally oblivious to what's happening inside the plane. Until, as you are descending into the city, they are announcing we're now passing over Boissy, we're passing over the Colorado Mountain. And the hostess came along and was telling me to, pack up I was busy working throughout, pack up things, and then I looked out. It didn't look like the familiar, it looked like the place, more or less the architecture, or the houses. And so I asked, what's... And then there was a name announced, I've forgotten, maybe that's where Cardiff came in. And I said, Cardiff? I didn't know there was any Cardiff in the United States. What's going on? Maybe they're taking a different route, which I didn't know about. And then we landed. There was no further announcements. And I looked around. I mean, I studied in the United Kingdom, so I'm familiar with the architecture, the ambience. And so I said, this doesn't look like the Los Angeles airport. There were no mobiles at the time, remember, but there were there were these public phones, and there was a rush to join the queue to telephone from this box. What on earth is going on? I said, where's the luggage room? I said, just go and get your luggage. I came outside. It was so weird. People in groups talking. I did not know that, quote unquote, the world had changed. I think I was the last person, maybe, in the same way, to know about the bomb, what had taken place. It was incredible. Pour en revenir à votre idée de l'endroit, votre question tout à l'heure sur l'endroit idéal pour être créatif, j'aimerais vous ramener au 11 septembre 2001, le jour où Osama Ben Laden a envoyé ses avions cracher les tours à New York. J'étais moi-même dans un avion ce jour-là. J'avais décollé de Londres, de Heathrow, pour me rendre à Los Angeles. Et je suis le seul dans l'avion à ne pas m'être rendu compte que l'avion avait fait demi-tour en plein vol. Pour retourner au Royaume-Uni, nous n'avons pas pu nous poser à Londres parce que les autres avions n'avaient pas décollé, donc il n'y avait pas de place. Et on a atterri, je ne sais pas où, à Cardiff, je crois. Et voilà, pour vous dire à quel point je suis capable de me créer un espace où je suis complètement inconscient de ce qui se passe autour de moi, où je suis concentrée sur ce que je fais, sur mon écriture. Et c'est seulement au moment de l'atterrissage, quand on est venu me dire de rassembler mes affaires, que j'ai commencé à regarder autour de moi et à me rendre compte par les hublots que ça ne ressemblait pas tout à fait à l'architecture de Los Angeles et des États-Unis. Je me suis demandé si peut-être, quand ils ont dit Cardiff, je crois que c'était ça, je me suis demandé s'il y avait un Cardiff aux États-Unis, si on avait peut-être changé d'itinéraire. Et pourtant, j'ai étudié au Royaume-Uni, donc je suis quand même assez familier de ces paysages-là. J'ai commencé à soupçonner qu'on n'était pas à Los Angeles. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphone portable tous, donc il y avait des cabines publiques, tout le monde a commencé à faire la queue pour aller téléphoner. Moi, je me demandais simplement où étaient les bagages, et je pense avoir été la dernière personne, probablement, à avoir compris ce qui s'était passé et que le monde, entre guillemets, avait changé ainsi le jour de l'attentat. Alors, au-delà de la question de où faut-il être pour écrire, parce que j'ai l'impression que vous pouvez être n'importe où, la question était plutôt aussi de se demander, entre ces expériences d'écriture en prison, où j'y reviens un petit peu, parce que c'est quand même assez particulier, vous avez beaucoup écrit en fait en situation d'enfermement, et l'écriture d'aujourd'hui, où vous pouvez librement circuler. Est-ce que dans votre mémoire, les périodes d'écriture en prison ont quelque chose de spécifique, ou bien ça n'a rien changé à l'écriture elle-même? Well, when I came out immediately, because if I may use the expression, I came out swinging, because I was very bitter, and I think I felt
I wasn't bitter about being in prison. I was bitter about the treatment which I received, deprivation of even my tools, the tools of my trade. But most important of all, statements were attributed to me which were totally false. I was supposed to have made certain confessional statements, and that rankled like mad. So I came out very bitter. And I think by immediate writing, I remember a play which came out immediately after that was Madmen and Specialists, which was already contained traces of trade in human parts, because I was revisiting the Civil War, and from which I'd been protected, but of course the reports and one's knowledge, even when I was in prison, I knew what toll it was taken on humanity. I knew about the mercenary bombers using Russian planes, but Egyptian pilots, the bombing of civilian targets. I knew also of the cruelties of some of the Biafran soldiers in areas which they had overrun from time to time. In other words, even though I was in prison, I was I came out quite knowledgeable about what had happened. Scraps of newsprint would be smuggled to me from time to time, little notes rolled up in certain special ways. I won't tell you unless if you're about to go to prison, I'll tell you how to get these things in and out. So my immediate writing was of that kind, Madmen and Specialists. And later I settled down to what I call my normal writing, which is just looking at society, looking at the human condition, and creating micro-worlds for myself, which is what all writers do anyway. Quand je suis sortie de prison, j'étais très amère, pas parce que j'avais été emprisonnée, mais à cause de la manière dont j'avais été traitée là-bas, et surtout parce qu'on m'avait attribué toutes sortes de fausses déclarations, de faux aveux. Et je me souviens de la pièce que j'ai écrite dans l'immédiate période qui a suivi, donc Mad Men and Specialists. Je ne sais pas si celle-là est traduite en français, ce serait des fous et des spécialistes, j'imagine, ça pourrait. Et dans cette pièce, il y a déjà des éléments autour du trafic d'êtres humains. En fait, tout simplement parce que dans cette pièce, je revisitais la guerre civile dont j'avais été relativement préservée, mais néanmoins, pendant mon séjour en prison, j'avais quand même eu conscience de tous les dégâts infligés à l'humanité et aux êtres humains pendant cette guerre. J'avais entendu parler des mercenaires bombardiers qui prenaient pour cible les civils, de la cruauté des soldats. J'avais beau être en prison, je n'ignorais pas ce qui s'était passé. Toutes sortes de bribes d'informations me parvenaient. Je ne vous dirai pas comment, sauf si vous êtes sur le point d'être vous-même incarcéré, ça peut vous être utile. Mais donc, quand je suis sortie, dans l'immédiate période qui a suivi, j'ai écrit là-dessus, inspiré par ça, par une manière de revisiter cette période. Et puis ensuite, seulement, je me suis remis à d'autres formes d'écriture, ce que j'appelle vraiment cette exploration de la société et de la condition humaine, une manière de créer des mondes, en fait, dans l'écriture, ce que je crois tout écrivain fait. And among the projects, when I talk about normal writing, I'm talking also about writing projects, which I had before I went in prison. And I mention this because one of them was that I'd always wanted to write the biography of a remarkable person, my uncle, Ransom Kuti, the father of Fela. Both about him, yes, but more about a certain ambience, that immediate pre-independence ambience. The first generation nationalists also, of which my uncle was one, it was vanishing. That whole era, when I came out of prison, there was already a difference, I suppose, drastic because of the war, I don't know. But even before that, I'd wanted to capture that whole period. And I'd even told him that I was going to write his biography. And then what happened was he died on me. You know.
Parmi ces différents projets d'écriture que j'avais avant même la prison et que j'ai souhaité reprendre après, l'un d'entre eux était d'écrire la biographie d'une personne remarquable de ma connaissance, qui était mon oncle et qui était aussi le père de Fela Kuti. J'avais envie d'écrire sur lui, mais aussi sur une certaine atmosphère de juste avant l'indépendance, en fait, sur la première génération de combattants de l'indépendance, de nationalistes, comme dont c'est parti mon oncle, et sur cette génération qui était déjà en fait en train de disparaître au moment où je sors de prison, parce que le monde avait déjà changé de façon drastique, sans doute aussi à cause de la guerre. Et donc j'avais envie, déjà avant même d'aller en prison, j'avais envie de saisir cette période-là, et j'avais dit à mon oncle que je voulais écrire sa biographie, sauf qu'il m'est mort entre les pattes. So he died, and so I couldn't do that one-on-one interviews with him, sit with him, eat with him, and have him reminisce and so on. And so I gave up for some time. Now, when you're in prison, you have a lot of time on your hands. And one of the things which I wrote with my saw ink and bone pen on toilet paper and cigarette paper and so on, things which I wrote, and in between the lines of the book, which I smuggled, was the beginning, the first chapter of what would have been a biography about trying to capture that particular, setting the scene, so to speak. And I was able to re-enter that childhood the way it was, you know, with the mind of the child. But after prison, I lost it, so I couldn't even continue. And I did not recapture it, re-entered it purely by some accident, which I've forgotten now. But, so I re-entered the world and wrote Ake. After writing Ake, I discovered among the scraps in the sheet, in between that, the passages I had written in prison. And believe me, it was almost word for word for what I wrote in Ake, years after I had emerged from prison. Ake ou les années d'enfance. C'est ça. Et donc mon oncle est mort, et donc je n'avais plus la possibilité de faire des interviews, de m'asseoir avec lui, passer du temps et faire remonter les souvenirs. Et donc j'avais abandonné ce projet, sauf qu'une fois en prison, on a énormément de temps évidemment à occuper, et avec ma fameuse sewing sur du papier toilette, du papier à cigarette, ou entre les lignes des petits livres que j'arrivais à voler, à piquer, j'ai écrit en fait ce qui aurait été le premier chapitre de cette biographie, hein, vraiment un chapitre qui simplement plantait le décor de cette période, de cette atmosphère que je voulais justement revisiter, et j'ai réussi d'une façon que je ne m'explique pas forcément à revisiter à cette époque-là, cette période qui correspondait à mon enfance, la façon dont c'était. Sauf qu'en sortant de prison, après ça, j'ai perdu ces bribes, ces passages-là. Et donc, j'ai pas pu continuer ce projet. J'ai jamais réussi à retrouver de cette façon-là, à revisiter en fait cette période de mon enfance, jusqu'au jour où j'ai écrit des années plus tard, donc Ake. Donc le titre complet, c'est Ake. Ake ou les années d'enfance. Ou les années d'enfance, pardon. Et où je me suis rendu compte, en fait, en écrivant le livre, que des passages entiers de ce que j'avais pu écrire à cette époque-là en prison ressurgissaient exactement tel quel. Alors Ake, pour information, ça avait été traduit assez rapidement dans les années 80, un peu avant votre prix Nobel. J'avais fait exprès, à vrai dire, au tout début de la rencontre, de ne pas tout de suite parler du prix Nobel, mais vous l'avez fait avant moi. Et justement, je voulais rebondir pour terminer cette belle rencontre. Repartir de ce Nobel-là en 1986, vous étiez le premier écrivain africain à l'obtenir. Depuis, il y en a eu plusieurs. Vous étiez le premier. Donc le monde aussi, sur ce plan-là, a changé. Il y a 2 ans, il y a eu un écrivain, Abdul Razak Gurna, écrivain tanzanien, écrivain en anglais en Angleterre, qui l'a obtenu. Ce qui a été aussi une autre étape d'une certaine internationalisation de la littérature africaine. En France, la même année, il y a eu le prix Goncourt décerné à Mohamed Boungarsar, qui a été vu aussi comme une sorte d'étape de la reconnaissance des écrivains, en tout cas en France, des anciennes colonies.
Je voulais terminer cette rencontre avec une question qui porte un peu sur votre regard, disons, sur toutes ces générations d'écrivains et sur votre travail. Quels efforts il y a encore à faire et à quel moment on est de l'histoire de toutes ces littératures-là dans le monde d'après vous, dont vous êtes une figure centrale? First of all, let me say that at least the cycle of laureates is tribally complete now. You know, we have 4 main tribes on the African continent. We have the black Africans, we have the Arab world, and then you had the white European world. And then there's a 4th, whom I call the mongrelized, that covers the rest very conveniently. With Gurma, we finally completed the cycle. So now I'm convinced we're going to now resume, you know, and we are next again in black, so I'm looking forward to the next, I was going to say Nigerian, let's just say the next black tribe, black race winner, and then the Arab can go, and then the white people, they can go, and then it'll be our turn again. That's the way. My attitude to prizes in the humanities generally, and that includes very often music, the performing arts, the graphic arts, is that it's very different from scientific breakthroughs, which one can argue about, which one can put one's finger on this, and say, all right, this is a contribution to medical science, a contribution to electronics or whatever, you can display it. It's a bit more hazy. And so I've taken the general attitude with all prizes, not just the Nobel Prize, that in the case of the humanities, it's really given as recognition to what very often is the poor sister of creative existence, especially in developing countries, which the emphasis is on technology, on science, just material things that you can pinpoint, occasionally even fashion. And so it's a combination of luck and the taste of those gray eminences in their secretive caucuses in a cold country called Sweden. You just never can tell what will go with their vodka, you know, when they take these decisions. So what are the themes that occupy their minds and so on at the time? So I've never been able to, frankly, see prizes as in the humanities as being addressed to, I mean, the individual work is a guide, let's put it this way, to genre. And so each time the prize comes to the African continent, we say, oh yeah, somebody remembers us, is trying to take us out of the humanities ghetto, out of the entire social ghetto, and saying, this is worth celebrating. Et en fait, il y a une sorte de cycle des lauréats qui s'achève. On peut diviser quelque part les écrivains africains en tribus. Il y en aurait 4, les Africains noirs, le monde arabe, et puis le monde occidental et blanc, et enfin un espèce de monde métissé, abattardi en quelque sorte, qui serait du coup celui du dernier lauréat, Gourna. Donc quelque part, on a fini un premier cycle, on a passé en revue des lauréats de ces 4 tribus, et donc maintenant on va pouvoir recommencer un nouveau cycle. Et donc j'attends avec impatience, j'allais dire, le prochain écrivain nigérian, ou en tout cas le prochain écrivain africain noir qui sera lauréat du prix Nobel. On va pouvoir répéter ce cycle. Mais il y a des enjeux différents. Je vois différemment ces prix dans le domaine des arts et des humanités par rapport à ce que peut représenter un prix Nobel dans le domaine de la technologie, des sciences,
des progrès médicaux, etc., qui sont quelque chose de plus tangible et objectif pour l'ensemble de l'humanité. Ces prix-là et le rapport qu'on peut entretenir de façon générale avec les humanités, notamment dans les pays dits en développement, où c'est souvent le parent pauvre, où on se concentre davantage sur la question justement de la recherche technologique, scientifique, technique, etc. Ces prix-là sont vraiment décernés ils ne représentent pas forcément des moments d'évolution, et c'est plutôt un mélange en fait entre la chance, le hasard et puis le goût de ces éminences grises qui, quelque part dans ce froid pays qu'est la Suède, leur vodka à la main, on se demande bien à quoi ils pensent et ils choisissent ce jour-là. Donc ces prix en fait décernés dans les domaines des humanités sont quand même plus des réussites individuelles qu'autre chose, même si c'est effectivement une façon quelque part de nous sortir d'une forme de ghetto et de célébrer un certain type de littérature. But let me add this. As objectively as I can, from our observation, I'm also, in fact, basically I'm a teacher of literature, and having seen how the prize coming to the African continent has galvanized quite some really exciting writing from younger generation, especially the female generation, some really incredible writers. Having seen that effect in really promoting creativity, I become far more jealous of the prize and the categories for its award. And if at any time that award is given to however brilliant a performer or a creative person in his or her own department, like being a musician, for instance, if that is to happen once more, I'm going to gather all the songs which are written for my plays, together with the music, and I'm sending it to the Grammy Award so that I can get the Grammy Award in music. So no more poaching on the prize for literature. Mais en tout cas, de façon tout à fait objective et aussi parce que je suis professeure de littérature, je vois à quel point ce type de prix galvanise les jeunes écrivains. Il y a quelque chose de très excitant là-dedans, toute une jeune génération qui émerge, et en particulier des femmes. Donc ça a vraiment cet effet de promouvoir la créativité. Et donc du coup, je suis très jaloux des différentes catégories de prix qui existent. Et je me dis que je vais rassembler tout ce qui ressemble à des chansons et des poèmes dans mes textes et que je vais postuler aux Grammy Awards. Alors tout à l'heure, vous parliez de votre livre Fou et spécialiste. Je confirme, après l'avoir vérifié, qu'il a été bien traduit en 1993. Et celui-là, donc Chronique du pays des gens les plus heureux du monde, qui est le Nigeria, mais pas tout à fait. Ça va même plus loin que le Nigeria. Il est traduit aux éditions du Seuil. Vous pouvez le trouver dans la librairie d'en face, l'Extrême Contemporain, et en signature par Wole Soyinka à la sortie de la Maison de la Poésie. Je vous remercie énormément pour cette discussion. On a été très heureux de vous écouter ce soir, Wole Soyinka. Merci beaucoup. Et merci Marguerite Capelle.